Tente à entendre dans un monde où la liberté d'expression est constamment remise en cause. Voici Zineb El Razoui. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Zineb El Razoui, bienvenue sur le plateau de Quotidien. Voici une partie de l'équipe et voici le public. Vous êtes journaliste indépendante, vous avez fait partie de Charlie Hebdo de 2011 à 2016. Depuis l'attentat contre Charlie, vous vivez sous protection policière permanente et depuis vos critiques sur l'islam, vous êtes régulièrement menacé de mort. Vos défenseurs et vos détracteurs vous accordent beaucoup d'étiquettes, vous accolent beaucoup d'étiquettes. Pour vous, c'est quoi la manière la plus juste de définir votre combat, Zineb ? Pour moi, c'est un combat pour défendre l'héritage des Lumières, l'universalisme à la française. Un combat pour réinjecter de l'humain, du fraternel entre les Français, quelles que soient les différences qui peuvent les opposer. C'est un combat pour lutter aussi contre des idéologies qui prennent le dessus parfois dans le débat et que je considère comme des idéologies dangereuses. Je vais citer Le Monde. Son credo... Il parle de vous. Son credo ultra-laïque fait d'elle la Marianne des temps modernes pour les uns, la pyromane d'un débat inflammable pour les autres, la figure d'un complot sionisto-maçonnique anti-islam pour les plus énervés. Il résume bien ? Écoutez, il résume relativement bien, mais je trouve qu'il résume surtout la partie qui parle d'universalisme, parce que mon combat, c'est le combat des libres penseurs de l'islam, c'est le combat des républicains français, c'est le combat des laïcs, c'est aussi le combat d'une gauche qui essaye de récupérer un petit peu ses fondements idéologiques, une gauche qui a trahi le combat historique de la gauche, qui est le combat du progressisme, de la laïcité. Eh bien, c'est quelque chose qui est traversé par toutes ces dimensions-là. Et ce n'est évidemment pas un complot sionisto-maçonnique, comme le disent pourtant mes détracteurs. Vous avez grandi au Maroc, famille classe moyenne, père marocain mécanicien, mère française au foyer. À quel moment vous avez pris vos distances avec la religion ? Très tôt, parce que... L'âge de 15 ans, c'est ça ? Alors, à l'âge de 15 ans, c'était à peu près l'âge où j'ai commencé à proclamer que j'étais athée, évidemment dans des cercles relativement intimes, mais c'était par rébellion d'adolescence. Parce que quand on a reçu une éducation religieuse qui confine parfois au lavage de cerveau, il est très difficile de faire le parcours inverse et de s'en libérer totalement. C'est plus une quête que l'on doit entreprendre sur des années plutôt qu'une révélation qui arrive à un moment donné. Et vos parents, ils ont dit quoi ? Mes parents l'ont accepté parce que je pense qu'ils ont fondamentalement compris que la liberté de conscience est quelque chose qu'on ne peut pas faire taire. C'est une pulsion sur laquelle on ne peut pas mentir. On ne peut pas, après tout, forcer quelqu'un à faire semblant qu'il croit pour ne pas heurter la société, puisque c'est de ça qu'on parle. Et pourtant, vous avez étudié les religions. Tout à fait. Parce que Pourquoi ? quand on décide d'entamer ce parcours de l'athéisme, de l'incroyance dans la culture islamique, on a intérêt à être armé en termes d'arguments doctrinaux, de connaissance des textes, de maîtrise à la fois de la mentalité de la société dans laquelle on évolue, mais aussi de la religion qu'on décide de quitter, parce que cette religion s'exerce malheureusement encore trop souvent par un joug totalitaire dans la société, dans la famille, partout. Donc on a intérêt à être solide lorsqu'on décide de mener ce combat-là. Vous êtes une des femmes les plus protégées de France. On s'habitue à la protection policière permanente ? Jamais. On s'en accommode. Par exemple, aujourd'hui, je pense qu'il aurait été difficile de venir si je n'étais pas sous protection. À cette émission, il y a eu un gros quiproquo. Enfin bon. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? J'étais en retard. Je pensais que c'était annulé. Votre prod vous le dira. Mais en tout cas, grâce à la protection policière, j'ai pu être là à l'heure, dans les conditions. Oui, voilà. Et non, on ne s'y habitue pas. Et combien de personnes s'en accommode. vous entourent ? Alors ça, c'est quelque chose qu'on ne dit pas, dans les médias. Si jamais il y a des gens qui me veulent vraiment du mal, on ne va pas leur mâcher le travail et leur dire combien nous sommes. Et c'est vrai que... À vie ? À vie, 24 heures sur 24 ? Je ne sais pas si c'est à vie, mais on va dire que c'est sine die. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de date de levée de ces mesures-là.
qui sont des mesures auxquelles je ne m'habitue pas, mais auxquelles personne ne devrait s'habituer. C'est-à-dire, aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire d'accepter comme un fait de société tout à fait anodin que des gens se baladent dans le centre de Paris avec des personnes armées qui les protègent pour avoir dit quoi? Pour avoir dit des choses qui sont légales, protégées par la loi et qui sont même peut-être le fondement de ce qui fait la société française. Je parlais de l'héritage des Lumières tout à l'heure. C'est ça qu'on est en train de... C'est ça qui est en jeu en réalité. Personne ne devrait accepter cette censure pernicieuse de la libre pensance voire du terrorisme. Alors on va regarder les moments médiatiques qui ont fait polémique et qui ont déclenché un harcèlement sur les réseaux sociaux et les menaces de mort. Le seul dénominateur commun entre tous les terroristes, finalement, c'est l'islam. Donc moi, je pense qu'il faut chercher les raisons du mal dans l'islam tel qu'il est, prôné dans les textes et tel qu'il est appliqué aujourd'hui. Le voile fait partie du package idéologique qui mène au terrorisme. Détester le voile ne signifie pas détester chaque femme voilée à titre personnel. Moi, je déteste le voile parce que justement, je suis née en tant que femme musulmane dans un pays qui ne respecte pas les droits des femmes, où je suis une demi-citoyenne. Pour moi, le voile, il est l'étendard, il est le costume de cette idéologie. Il faut que l'islam se soumette à la critique, qu'il se soumette à l'humour, qu'il se soumette aux lois de la République, qu'il se soumette aux droits français. On ne peut pas venir à bout de cette idéologie en disant aux gens l'islam est une religion de paix et d'amour et c'est juste le terrorisme qui est mal. Quand vous voyez les images, est-ce que vous vous dites je persiste et je signe? Tout à fait, tout à fait. Oui, surtout, absolument surtout, parce que ce que je n'ai pas eu le temps de développer dans ces phrases-là a largement été développé dans des interviews, dans la presse écrite. Je veux dire, je ne comprends pas comment, aujourd'hui, des propos tels que l'islam doit se soumettre aux lois de la République, ou encore je déteste le voile, ou encore l'islam est un dénominateur commun entre les terroristes. Rappelez qu'en fait, ces terroristes au nom d'une idéologie... C'est peut-être le voile associé au terrorisme. Quand vous dites le voile fait partie du package idéologique qui mène au terrorisme, ça peut blesser? Vous savez, le voile, dans toutes les civilisations, dans toutes les religions, puisqu'il a existé dans des civilisations orientales, dans le judaïsme, dans le christianisme et dans l'islam, il veut dire une chose. Il veut dire, il signifie l'impureté de la femme. Alors d'autres cultures se sont affranchies de cette observation des règles liées à l'impureté de la femme. Mais en islam, et notamment depuis quelques décennies, nous avons une idéologie de l'islam politique qui prône le voilement massif des femmes. Cette idéologie de l'islam politique, lorsqu'elle a réussi à créer des États, par exemple en Iran ou en Arabie Saoudite, elle a tout de suite fait du voile une obligation légale pour l'ensemble des femmes. Aujourd'hui, prendre des cas isolés de femmes voilées et partir de leur cas pour nier la dimension hautement idéologique, politique du voile est un procédé qui me semble fallacieux. D'ailleurs, en France, parler du voile, vous savez, toutes ces polémiques autour du voile que nous avons, il faut quand même ramener les choses à leur place. Le voile est légal en France. Rien ne l'interdit. Ce qui est en jeu aujourd'hui, ce n'est pas le droit de le porter ou pas, puisque les femmes voilées ont le droit de le porter. Ce qui est en jeu, c'est notre droit de le critiquer ou pas, de dire ce qu'on en pense ou pas, de dire que non, ce n'est pas une tenue comme une autre. Est-ce que je peux vous demander si ces images vous choquent? Cette femme s'appelle Ilhan Omar, elle est rentrée au Congrès américain il y a quelques mois, elle est voilée. Est-ce que pour vous c'est un problème? Alors, il faut connaître les propos d'abord d'Ilhan Omar, qui est élue du Minnesota, il me semble. Ilhan Omar a été extrêmement controversée à cause de propos d'abord antisémites. Voilà, à cause aussi de certaines prises de position. C'est pas ma question, je parlais du voile. Oui, moi ça me choque. Oui, ça me choque parce qu'en effet, on a encore une fois la preuve, dans le cas d'Ilhan Omar précisément, que le voile est souvent couplé de tout un package idéologique. Là, en l'occurrence, on a une députée qui introduit un discours antisémite dans le débat politique aux États-Unis, alors que c'est un tabou, à juste titre, comme ici en France. C'est surtout ses opposants qui en ce moment, sont très virulents contre elle là-dessus.
Ça fait un moment que Est-ce que c'est prouvé? Est-ce que c'est prouvé? Tout à fait. Elle a même été recadrée par le Parti démocrate il y a quelques mois sur la teneur des propos antisémites qu'elle a tenus. Attention, je ne suis pas en train de dire que le voile signifie forcément l'antisémitisme. On ne peut pas dire que toutes les femmes voilées tiennent des propos antisémites. Exactement. Ce n'est pas ce qui est en train d'être dit. Ce que j'ai toujours dit, c'est que le voile est un symbole politique. Je l'ai par exemple vu, je l'ai vécu de mes propres yeux en 2012 lors d'un voyage en Afghanistan où évidemment j'ai moi-même été obligée de porter le voile pour des raisons de sécurité parce qu'on n'a pas le choix, il en va de notre vie. Sauf que dans un pays comme l'Afghanistan où toutes les femmes se voilent, on voit au moindre nœud, à la moindre façon, à la couleur aussi du foulard, à la façon de le porter. Si on gagne quelques centimètres de cheveux ou si on porte la burqa afghane, on voit tout de suite l'appartenance politique. L'école politique est la version, en fait, de l'islam à laquelle cette femme a choisi d'adhérer. Le voile n'est pas un hasard, ce n'est pas un costume comme un autre. J'ai grandi dans un pays où les femmes se sont massivement voilées en quelques décennies. Ce n'était quand même pas le fruit du hasard. C'est qu'il y a quelque chose, un courant qui travaille en profondeur la société pour faire du voile un marqueur visuel entre les femmes adhérentes à l'idéologie islamiste et celles qui n'y adhèrent pas. On fait une pause. Continue. À tout de suite. On continue la discussion avec la journaliste Zineb El Razoui qui est dans Quotidien. Quand vous faites la une du Point, par exemple, qu'on va voir là, la femme qui fait peur aux islamistes, du coup, vous avez un statut d'icône de la laïcité. Ça vous plaît ou pas ? Ça me plaît, je ne sais pas dans quelle mesure. Vous voulez dire narcissiquement, est-ce que par ça exemple, me plaît ? Et ce rôle-là, le statut d'icône de la laïcité. Je suis contente, si je devais incarner quelque chose, d'incarner ce combat-là, parce qu'il me tient à cœur, parce qu'effectivement, ça fait des années que je le mène et parce que je pense que c'est un combat nécessaire. Alors, ce qui me fait vraiment plaisir, en revanche, c'est de voir que nous sommes de plus en plus nombreux à y adhérer, de plus en plus nombreux à se débarrasser des impostures intellectuelles qui ont muselé, en fait, une véritable compréhension de l'importance de la laïcité dans la société française. Cela faisait quelques années que le débat était pollué par d'autres éléments idéologiques. On faisait l'amalgame entre la défense de la laïcité et le fait de vouer une haine spécifique contre les musulmans, par exemple. On faisait l'amalgame entre vous êtes soutenu par pas mal de réacs, quoi. Ce n'est pas moi qui suis soutenue par pas mal de réacs. Je pense que ce que vous appelez les réacs sont des gens dont le combat consiste à non pas défendre une France universaliste, laïque. Voilà, je parle de Ciotti, je parle de Vauquier. Écoutez, je parle de Dupont-Aignan aussi. De grâce, ne me faites pas porter. Oui, mais bon. Ne me faites pas porter les casseroles politiques de tous ceux qui ont fait un tweet pour me soutenir. Parfois, vous les remerciez. Ça vous arrive de les remercier. Sûr, on est poli et on peut remercier même les personnes avec qui on n'est pas d'accord lorsqu'elles font preuve de courtoisie et de soutien. Finalement, c'est bien qu'il y ait une expression à moindre frais comme ça de soutien, même sur les réseaux sociaux. Mais je voulais dire qu'il y a quand même des personnes qui vont profiter du combat que les libres penseurs de l'islam mènent, parce que ce sont des personnes qui défendent une France catholique, traditionnelle, blanche et romaine. Moi, ce n'est pas ce combat-là que je mène. Moi, je mène le combat des Lumières, de l'universalisme et surtout de la laïcité. Mais plus largement, justement, vous n'avez pas l'impression d'être... vous n'avez pas peur d'être considérée comme une radicalisée de la laïcité, justement, parce qu'on a entendu une compile anti-islam. Selon vous, est-ce que de temps en temps, vous ne pouvez pas offenser les croyants ? Est-ce que vous vous rendez compte de ça ou pas ? J'ai trois choses à répondre à ça. D'abord, je ne sais pas ce que c'est qu'un radicalisé de la laïcité. Moi, je suis pour une application stricte de la loi de 1905. Et je rappelle d'ailleurs que c'est grâce à la loi de 1905 que l'islam est un culte libre d'exercice en France. Et lorsque, par exemple, l'exécutif annonce... Vous puissiez offenser des fois, parfois en prononçant des phrases comme on a entendu tout à l'heure. Qui n'a pas commis d'offense dans sa vie? Sauf que vous me pardonnerez le fait de rappeler que l'offense n'est pas une notion quantifiable juridiquement. Le droit de ne pas être blessé n'existe pas. Seul le droit
intangible à la liberté d'expression existe. Donc si des personnes sont offensées par les propos d'autrui, elles ont toute la latitude d'y répondre par l'argument, de se fendre d'une tribune, d'appeler à un débat, ou d'éteindre leur télé, ou de ne pas acheter un journal. C'est ce que vous répondez. Si les personnes souhaitent débattre, tout à fait, j'estime qu'il faut un débat. Mais en aucun cas, on ne peut exiger de l'autre de se taire, de cesser d'exprimer ce qu'il pense. Est-ce que vous le ressentez? Est-ce que vous vous rendez compte envers d'autres. Vous savez, lorsqu'on est, par exemple, lorsqu'on est athée comme moi, on est plus qu'offensé par les propos tenus dans la religion. Vous savez par exemple qu'en islam, dans la charia, l'apostat, on le punit de mort. Et c'est une peine qui accourt aujourd'hui dans de nombreux pays où la juridiction de la charia, où les apostats sont condamnés à mort. Par exemple en Arabie Saoudite, dans des pays comme rappelez ce que c'est, l'apostat. L'apostat, c'est la personne qui cesse de croire en l'islam, de croire en Dieu ou de croire en la foi islamique. Donc, mais ce n'est pas parce que cela m'offense que je me bats contre ça. Je me bats contre ça parce que c'est une violation des droits humains que d'exécuter les personnes qui ne croient pas en Dieu. Par contre, lorsque les traditionalistes d'une religion me demandent de me taire parce que j'offense leur religion, je leur dis, écoutez, en fait, vous m'accusez de blasphème. Eh bien, si c'est le cas, moi j'estime que le blasphème n'est pas une notion juridique en France. En France, nous avons le droit de dire ce que nous pensons des religions. Et je me saisis, je me réserve la liberté de me saisir de ce droit quand je veux. Vous restez avec nous, on va parler de cul. Et d'amour aussi.